Bonjour Jacques, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je te surprends. Eh ben, écoute, voilà, je suis en train de mettre, si j'ose dire, la main au dernier moment de la réédition de mon livre sur Mike Haywood et la Honda Sicilian, qui était paru en fait en 1994, donc ça va faire presque 30 ans. Et en fait, ça fait 30 ans qu'on me demande si je vais le rééditer un jour, parce qu'il avait été très vite épuisé, lui aussi. Ça avait été un succès énorme à l'époque, et beaucoup de gens le recherchaient. Et donc, c'est comme toujours, c'est des déclics. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Jean-Marc Gomez, qui est un ancien pilote, qui a longtemps eu un magasin de moto à côté de Montpellier, dont les fils ont participé à l'aventure de la GECO. Et Jean-Marc m'a dit: Jacques, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu t'y mettes, on a envie de ce livre. Et c'est comme ça, sous une impulsion, je dirais, amicale, que j'ai dit, je vais réfléchir, et puis voilà, c'est reparti. Donc là, je suis en train de finir les dernières corrections avant que tout ça ne parte à l'imprimerie. Oui, mais la première partie restera sur ta nouvelle édition, ou comment ça va se passer? Alors oui, effectivement, toute la première partie, je l'ai à peine remaniée, parce qu'en fait, elle est telle que... Je dois dire que quand j'ai commencé à relire mon livre, je me suis dit, mais il y a une somme d'infos, il faut que je recoupe tout ça. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, je l'explique un peu dans le livre. J'avais gardé absolument toutes mes notes, j'avais tout gardé, j'avais un dossier qui faisait 50 cm d'épaisseur. Et j'ai découvert ou redécouvert, parce que quand on est dans l'action, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qui se passe, toutes les notes que Michihiko Aika m'avait données, envoyées et échangées. C'est-à-dire qu'on a échangé des mails, on a échangé des courriers, à l'époque on a échangé des fax. Et j'ai réalisé à quel point Aika m'a aidé et avait envie que ce livre se fasse. D'ailleurs, on le verra à la fin du livre. Quand je l'ai revu la dernière fois, donc à Tokyo, pas très longtemps avant sa disparition d'ailleurs, il était venu à notre rendez-vous, il avait ramené le livre, tellement il était heureux, et il m'avait dit ce livre est pour moi très important. Et moi, au moment où j'ai fait le livre il y a 30 ans, comme toujours, j'ai pas soupçonné tout ce qu'il me donnait, tout ce qu'il me communiquait, tout ce qu'il me transmettait sur la mémoire de cette histoire. Et donc, et on le verra dans le livre, j'ai rajouté en fait à toute cette première partie qui est identique, mais comme vous pouvez le voir, elle est très remaniée puisque la maquette est différente, beaucoup plus moderne. Et puis j'ai eu beaucoup plus accès à beaucoup plus d'archives que je n'avais eu il y a 30 ans, c'est d'éternelles choses. Alors par exemple, cette double page là, en fait, elle sera en couleur, parce que bien entendu, la première édition était entièrement en noir et blanc, mais la nouvelle va être intégralement en couleur. Donc voilà, puis en plus, ça c'est de la mécanique de, vous voyez, par exemple, typique. Voilà une page où, non, ça va pas, on a tout refait, on a modifié, on a redéplacé les photos. Enfin, j'ai envie de dire, la cuisine classique dans la préparation d'un livre. Donc pour revenir sur tout ça, et la deuxième partie qui s'imposait d'elle-même, c'est que depuis 30 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Iri Magiri, qui est quand même l'ingénieur de base, qui était l'homme qui est resté, dont le nom est resté sur toute cette aventure incroyable des multicylindres des années 60, lequel Iri Magiri d'ailleurs le dit, il n'est qu'un des éléments de cette chaîne incroyable d'ingénieurs, de techniciens, de mécaniciens qui ont fait et conçu et fait courir les Honda multicylindres de ces aventures. Donc Iri Magiri, pour tout dire, j'avais eu la chance de lui parler au téléphone à l'époque, et à l'époque je l'avais dérangé chez lui. J'avais réussi à avoir son numéro de téléphone personnel, mais il était président de Sega Industries, donc c'était colossal. Et puis donc c'était années 90, c'est l'année de la Game Gear, c'est l'année de la Game Boy, enfin Sega c'était une entreprise colossale. Donc il m'avait dit non, j'ai un devoir de réserve, on avait très peu parlé au téléphone à l'époque et ça m'avait frustré. Tandis que là, quand on s'est revu en 2004 à Tokyo,
Ça a été merveilleux d'ailleurs. C'est une anecdote qui peut faire sourire, mais ça faisait un moment que je cherchais à obtenir ce rendez-vous et je l'ai obtenu grâce à Takazumi Katayama. Et un ami de toujours que j'ai fait venir au Coupe Moto Légende, enfin bref. Et un jour, Takazumi m'envoie un message et me dit « Jacques, Iri Imagiri peut te recevoir, mais attention, c'est dimanche prochain. Voilà les coordonnées de ta secrétaire. » Alors, j'ai pas hésité une seconde, j'ai pris un billet d'avion pour Tokyo et je suis allé 4 jours à Tokyo juste pour voir Iri Imagiri. Et alors, je ne sais plus à qui j'avais raconté ça, et il me dit « Mais t'es complètement cinglé, un aller-retour juste pour voir Iri Imagiri ?» Et je lui avais dit « Oui, mais dans le fond, ça m'a coûté le prix d'une petite moto de collection, mais chacun collectionne des choses différentes. J'ai pas acheté de moto de collection, c'est vrai. Mais moi, je collectionne ce genre de souvenirs, quoi. Et de la même manière que des gens exposent les motos qu'ils ont chez eux, moi j'expose mes souvenirs. Donc voilà, par exemple, le chapitre Iri Imagiri. Et puis, c'est toujours pareil. Le temps nous donne plus de possibilités. Je vois sur Iri Imagiri, on avait un ami avec François-Marie Dumas et Didier Gano, qui s'appelle Yori Kanda, qui était un journaliste japonais et qui a été pendant très longtemps pour nous à Motojournal une source d'informations précieuse et absolument remarquable. Yori était un type adorable, assez étrange parce que à la base il était entomologiste, il avait eu une formation pour connaître les insectes. Bon, de là il s'était intéressé aux moteurs, il avait été devenu journaliste, photographe. Et Yori est malheureusement décédé, lui aussi. Mais François-Marie Dumas a récupéré beaucoup d'images de Yori Kanda. Il y en a une en particulier que j'adore, qui est ici, là. C'est toujours pareil, les maquettes, mais enfin. En 1979, quand la 500 Honda est venue au Mans, Iri Imagiri était là. Et c'est un de mes regrets d'ailleurs, nous autres journalistes européens, l'ensemble des journalistes européens, est passé à côté du fait que cet homme extraordinaire était à la fois à Silverstone et à la fois dans le paddock au Mans. Mais Yori Kanda était là, lui, et Yori a fait tout un tas de photos d'Iri Imagiri. Donc tout ça, on retrouvera tout ça dans mon livre. Et puis ensuite, j'ai fait un gros chapitre sur Aika, puisque Aika, je l'ai rencontré tant de fois, et on avait développé une espèce de... Oui, amitié, c'est difficile à dire parce que c'est toujours des relations qui restent très factuelles, très liées à nos activités réciproques. Mais je vois la dernière journée que j'ai passée avec lui à Tokyo, on s'était beaucoup amusé et on avait beaucoup parlé donc de tout ça. Et comme il ne l'avait pas, je lui avais d'ailleurs amené, j'ai la photo là, je lui avais amené mon livre sur Agostini en lui disant Agostini qui vous a fait tant de mal, si je puis dire, puisque Agostini, 2 années de suite, a empêché Wood de gagner le titre mondial en 500. Et Aika était un monsieur drôle, très précis. Et d'ailleurs, du coup, j'ai remis dans le livre des reproductions de toutes les notes qu'il m'avait envoyées. On avait échangé des photos, il me les corrigeait, il avait mis des notes. Elles peuvent être en japonais, elles peuvent être en anglais, enfin tout ça. Donc, d'une certaine manière, je crois que cette réédition, qui a démarré sur un peu un coup de cœur, c'est-à-dire qu'un fan, comme tant d'autres, a réussi à me convaincre, elle est aussi un hommage à ces gens-là qui ont réussi à faire tant de choses. Et puis donc, incontournable aussi, j'ai intégré tout ce que j'avais pu faire avec Nobby Clark, qui est un peu un symbole, Nobby. Il n'a pas directement été l'artisan de la construction de ces motos, mais il a été le lien indispensable, à la fois à l'époque et ensuite, entre tout ce qui s'est passé au sein du Team Honda et le monde européen, puisque les grands prix de cette époque-là étaient quand même un peu scindés en deux. On avait donc le fait que tous les grands prix se passaient en Europe, sauf à de rares exceptions
un ou deux. On a eu une année un Grand Prix aux États-Unis, 3 ou 4 ans de suite un Grand Prix au Japon. Il y a eu un ou deux Grands Prix en Argentine dans des conditions absolument rocambolesques. Mais le lien entre ce monde japonais de techniciens et ce monde européen de pilotes, de journalistes, de fans, c'est un peu Nobby Clark qui l'a représenté à l'époque. Donc il y a un grand hommage à Nobby. Et puis via Nobby aussi, j'ai pu aller à New York rencontrer Iannucci. Je raconte toute l'histoire de Nobby et Iannucci qui a été, le moins qu'on puisse dire, assez chaotique, assez rock'n'roll, si je puis dire. Et puis enfin, il y a ce qui s'est passé en 2004, la création des répliques de Georgeville. Donc on a un peu tout ça qui m'a permis de doubler le volume du livre et d'y introduire surtout une quantité d'informations nouvelles. Donc nouvelles informations, beaucoup de photos nouvelles et inédites, parce que par exemple j'ai eu accès à des archives en Angleterre, celles de Jim Greening détenues par Philippe Tous, celles de Mick Woolett qui sont aujourd'hui en Allemagne, enfin bref. Donc plus d'illustrations, plus d'informations, donc un nouveau livre. Les possesseurs du premier vont m'en vouloir parce qu'ils seront obligés d'avoir les deux. Oui, mais justement, t'es pas surpris que pratiquement 50 ans après, il y a un tel engouement pour Michael Wood et Ella Onassis qui sont éternellement mariés? Non, ça me surprend pas parce que génération après génération, dans quelque activité humaine que ce soit, il y a des événements qui demeurent et qui cristallisent la passion d'une génération et ensuite se transmettent aux générations suivantes. Alors ça peut être des événements, je dirais, sociétaux d'importance, comme il y a eu des générations qui se sont par exemple passionnées pour Pierre et Marie Curie. Il y a l'aventure de la découverte de la radioactivité, tout ça. Là je parle d'un sujet qui est beaucoup plus vaste évidemment qu'une moto de course. Mais dans le sport, c'est pareil. Vous avez eu des générations qui se sont passionnées pour Copa, pour Pelé en football. Et en moto, on a eu évidemment des générations qui se sont passionnées par période. Et la période des années 60 a été tellement riche et tellement fantastique que les passionnés de l'époque le sont restés évidemment pour toujours. Et ils ont transmis cette forme de passion. Donc aujourd'hui, même Michael Wood réintéresse tout un tas de jeunes générations. J'en veux pour preuve que le pilote emblématique moto aujourd'hui, c'est évidemment Valentino Rossi, dont la carrière se termine cette année. Mais à ses débuts, Rossi, qui était fan de moto, essayait d'apprendre des choses, il le disait, sur Michael Wood, sur Agostini. Bon, ça lui était facile, puisqu'Agostini étant italien comme lui, il le côtoyait. Et Rossi a essayé d'apprendre des choses sur les générations qui l'ont précédé, lui. Et donc aujourd'hui, on découvre que les jeunes générations sont évidemment fans de Rossi. Il y a une jeune génération qui est évidemment fan de Marc Marquez. On assiste à l'éclosion d'une génération qui, fatalement, sera fan de Fabio Quartararo. Mais en fait, à chaque génération, la nouvelle forcément a envie d'avoir un peu de recul historique, c'est-à-dire que Quartararo n'arrive pas tout seul. Avant lui, il y a eu effectivement d'autres stades de développement, à la fois techniques, à la fois sportifs, des changements de règlement, des évolutions du sport, et je crois que inévitablement, vous avez une frange de gens qui s'intéressent à toute la période parce qu'eux ont connu autrefois. D'ailleurs, il faut se méfier de la tendance à dire c'était mieux avant, chose qui n'est pas de mes façons de penser. Je trouve que chaque époque est passionnante. L'époque Rossi a été absolument passionnante. Après l'époque Elwood, on a vécu ces années 70 débridées avec Barry Sheene, avec Kenny Roberts. On a eu ces années 80 et 90 avec ces générations de pilotes américains. On a eu les années Spencer. Freddie Spencer, lui aussi, a créé une génération de fans qui s'est intéressée à l'avant et fatalement à l'après. Mais c'est assez drôle de voir toutes ces strates aujourd'hui. Je connais des gens pour qui la pendule s'est quasiment arrêtée quand Freddie Spencer a arrêté de courir.
c'est normal. Et donc, malheureusement, je ne serai pas là pour voir comment réagiront les jeunes générations dans 30 ou 40 ans, quand Quartararo, à son tour, rentrera dans la, si j'ose dire, dans la boîte des souvenirs. Mais ça, c'est l'évolution inévitable. Restons-en à ce qui nous intéresse. Voilà pourquoi je crois que le Michael Wood ne se destine pas que à une génération nostalgique des années 60. Bon, bah justement, la question matérielle. Pour avoir le livre, quand, comment? Alors, bon, mon cher neveu Bertrand est éditeur et journaliste, puisqu'il travaille beaucoup, il écrit beaucoup lui-même de Café Racer. Et en fait, l'évolution logique, tôt ou tard, c'était que Café Racer publie des livres. Donc, il en a déjà d'ailleurs publié un ou deux. Et celui-là va sortir avec Café Racer. On a lancé une souscription parce que le fait de savoir un peu à l'avance combien de gens seront intéressés permet de mieux affiner le chiffre du tirage. Donc là, ça va. On a annoncé le livre il y a déjà 15 jours, 3 semaines, et ça bouge déjà assez vite. Donc, mais globalement, les derniers éléments partent en imprimerie dans les jours qui viennent, et ça prend un peu de temps quand même parce qu'il va faire plus de 200, il va faire 220 pages, tout en couleur, y compris les photos noir et blanc. Mais ça, c'est si je puis dire, une coquetterie technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le noir et blanc est imprimé en couleur, si je puis dire. Et puis, je pense que nous l'aurons la dernière semaine de novembre, et tous ceux qui l'ont commandé l'auront au plus tard, je dirais la première semaine de décembre. Parce qu'en fait, c'est un gros livre relié à ce qu'on appelle le façonnage. C'est-à-dire qu'après l'imprimerie, il faut l'assembler. C'est une technique, je dirais, presque ancienne. C'est pas un livre numérique par collage, donc c'est des cahiers cousus, assemblés. Donc le façonnage, pour faire un beau livre, prend quand même pas mal de temps. Bon, il ne nous reste plus qu'à te remercier et puis à souhaiter longue vie à cette nouvelle édition. Merci, Jacques. Merci à Bail 70, pas seulement de m'accorder ces instants, mais d'être cette Bible. Et d'ailleurs, en même temps que je prépare ça, en ce moment, on travaille à redynamiser une chose à laquelle j'ai participé, qui est la création du fonds de mémoire de la Fédération française de moto. Et d'ailleurs, Bike 70 est un des éléments de mémoire liés à la FFM. Tout ça va dans le sens de transmettre ce qui s'est passé autrefois dans le sport moto, qui est à la fois notre passion, mais un élément de structuration sociale importante. Les clubs moto en France jouent un rôle important, et donc tout ça procède de notre passion commune. Bon, merci de cette gentille conclusion. Et à très bientôt, Jacques, peut-être pour des nouveaux livres dont tu auras peut-être le secret. Il y a des projets. Oui, il y a plein de projets encore. C'est pas les projets qui manquent, c'est le temps pour les faire et le temps quand même qui va devenir, en ce qui nous concerne, de plus en plus court. Mais non. C'est bon. Là, voilà, il y a même un chapitre Honda après Honda, parce que Honda aujourd'hui, la moto n'est plus le centre d'intérêt principal de Honda.